Comment le numérique bouleverse-t-il la création artistique et le rapport du public aux œuvres? C'est ce qu'on va explorer ce soir en compagnie de Philippe Boinard. Bonsoir. Vous êtes artiste programmeur. À vos côtés, Jenny Piquette, artiste plasticienne, sculptrice intermédia, récipiendaire du prix de la ville de Nantes en 2016. Et enfin, pour finir, Anaïs Rollez, bonsoir. Vous êtes historienne de l'art, spécialisée sur le numérique et vous enseignez à l'école des beaux-arts de Nantes-Saint-Nazaire. Quelques éléments très brefs sur le déroulé de cette soirée. On va avoir un temps d'échange sous forme de table ronde avec les invités et puis une place pour vos questions, remarques à la fin. Pour savoir un petit peu justement quelle place on va laisser à ces échanges, j'ai une petite question préalable. Parmi vous, qui s'est déjà intéressé ou connaît des œuvres numériques? Et qui s'est déjà intéressé à cette question? D'accord. Alors, vous êtes, somme toute, très minoritaire, donc on va essayer de garder un équilibre, justement pour être accessible, parce qu'on va le voir, c'est aussi parfois technique. Ce sont des arts techniques. On va parler de la définition des arts numériques. On va revenir un peu sur l'historique pour se rendre compte que ça n'est pas si récent que ça avec Anaïs Rollès. Et puis on reviendra sur le parcours de nos invités qui les a amenés à basculer sur ce champ, à s'approprier les outils et sur les raisons qui les ont poussés à faire ces choix, autrement dit sur les possibles ouverts par les outils numériques et sur la manière dont ils peuvent être détournés aussi pour questionner les grands enjeux de société. Et puis enfin, on verra le rapport du public aux œuvres, bien entendu la question de l'interaction et de la démocratisation culturelle qui a été évoquée, mais qui sera peut-être, on va voir, en partie, en tout cas, battue en brèche. Voilà, une dernière précision. Le thème de cette soirée et de cette rencontre est aussi en écho à la Nantes Digital Week qui a lieu en ce moment. Et la rencontre de ce soir est organisée en partenariat avec Apo33 qui travaille sur la création sonore et la Maison de la Poésie dont la directrice est dans la salle et nous dira peut-être un mot tout à l'heure sur les liens entre poésie et création numérique. Je vous propose de démarrer tout de suite et puis d'abord en définissant en vous demandant de définir un peu les arts numériques, qui, voilà, c'est un mot très très vaste. Alors, quelle définition est-ce que vous en faites? Je ne sais pas qui souhaite démarrer. Anaïs? Merci, bonsoir, et puis merci pour l'invitation surtout. Alors c'est assez compliqué évidemment cette question. Bon déjà définir ce qu'est l'art, on n'a toujours pas résolu le problème. Et tant mieux parce que ça nous oblige à continuer à en faire et à en vivre. Et bon alors numérique c'est un peu plus simple à définir parce que c'est quand même ce qui se présente sous forme de nombres en fait ou de chiffres. Donc on ne parle pas à proprement parler quand on parle de numérique d'ordinateur. Or je crois que votre question concerne plutôt la production d'art par ordinateur ou assistée par ordinateur. Alors, par machine, au sens plus large. alors non, parce que la machine, c'est pas une machine algorithmique au sens propre du terme. C'est-à-dire que la machine, si on prend une définition de ce qu'est une machine, c'est l'institution d'automatismes artificiels. Voilà. Donc c'est pas forcément la computation, c'est pas forcément des algorithmes. Voilà. Donc on n'est pas dans l'ordinateur forcément. Une machine, c'est une machine algorithmique. Oui, ok, ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez peut-être redéfinir, pour le Oui. coup, l'algorithme? Oui, alors je m'attendais à la question. Voilà, donc algorithme, ça vient d'un mathématicien perse du 9e siècle qui s'appelait Monsieur Al-Khwarizmi. Donc je pense que je prononce très mal le perse, excusez-moi. Voilà, donc si on regarde la définition sur le CNTRL, moi c'est ce que j'ai fait sur Internet, c'est une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre une classe de problèmes. Donc on se doute bien que le 9e siècle, ça ne concerne pas vraiment les ordinateurs. En l'occurrence, il y a beaucoup en effet d'artistes qui ont travaillé à partir de programmation purement basée sur des mathématiques, bien avant qu'il y ait des ordinateurs. Donc les ordinateurs, déjà ça ne s'appelait pas des ordinateurs au départ, et puis c'est un peu difficile de situer un départ, mais c'est comme toutes les
des technologies en fait, hein. Ça s'est amélioré, mais bon bref, on a quand même des grandes dates, je pense le Colossus en Grande-Bretagne, voilà, donc on est vraiment dans les années 50, l'ENIAC aux États-Unis, mais les grandes expositions à proprement parler d'art fait assister par ordinateur, ça date des années 60. Voilà, avec la démocratisation des outils, leur essor, en tout cas, démocratisation relative encore à l'époque, en tout cas dans les milieux d'ingénieurs, dans les usages professionnels. Et les premiers qui ont travaillé le numérique, ce sont justement les ingénieurs, d'un point de vue créatif. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on oublie un peu que de toute façon, les ingénieurs ont aussi des yeux et des sens, hein, donc ils ont bien besoin quand même d'avoir des interfaces aussi en face d'eux, et que tout est dessiné par quelqu'un. Enfin, il y a des formes hein, quand même, des matières qui sont choisies, etc. Ce ne sont pas des artistes à proprement parler, mais ils font des choix esthétiques quand même. Donc c'est vrai qu'au départ, l'ordinateur n'est pas couplé à un écran, par exemple. Il n'y a pas de périphérique comme on les connaît maintenant. Ça a été développé notamment par Ivan Sutherland. Enfin, je pense au Sketchpad. Au Sketchpad, qui est une des premières interfaces graphiques, enfin, qui permet c'est une sorte de stylet, en fait, si vous voulez. Donc là, on est au MIT. Hein. Donc le Massachusetts Institute of Technology. On est chez Bell Laboratories, pardon, mais il y a aussi des gens qui vont développer ça au MIT. Après, les premiers programmes pour s'entraîner au vol, les simulateurs de vol, etc. Donc voilà, c'est Boeing. Enfin, mais ces gens-là, de toute façon, avaient besoin aussi de ces sorties graphiques, de pouvoir manipuler les programmes, les faire manipuler aussi par d'autres. Par contre, voilà, la démocratisation des outils, c'est une chose, et puis il y a aussi le fait que le MIT, par exemple, ait ouvert ses portes d'université à des gens qui étaient plus dans la création. On va dire que si un artiste, c'est quelqu'un qui questionne le sens, ou qui met en crise aussi, qui pose des questions, qui décale un peu les choses, oui, à ce moment-là, on peut dire que les artistes n'ont pas forcément non plus attendu la démocratisation. Ce qui veut dire que là, en tout cas, pour vous, par rapport aux échanges de ce soir, quand on dit numérique et création artistique, vous restez sur cette définition première du numérique qui ne se restreint pas à l'ordinateur, à l'algorithme. Oui, surtout qu'aujourd'hui, les pratiques numériques ne sont plus forcément liées à un ordinateur. Il y a beaucoup de... enfin, on parlait, mais... Des capteurs, par exemple. On est dans un monde de flux continu, enfin discontinu pour le coup, mais on a un monde de flux de données, on les traverse en permanence, on peut agir dessus sans le savoir, enfin voilà, donc le rapport à l'ordinateur et ses interfaces est pas forcément prédominant aujourd'hui. Merci. Jenny, pour vous, est-ce que vous qualifiez les outils que vous utilisez de numériques? Est-ce que vous avez une définition des arts numériques? Donc, pour moi, la définition générale pour les artistes numériques, c'est les artistes qui fabriquent, qui produisent ces œuvres à partir de les utiles ou à partir de les utiles qu'ils créent par le numérique. Mais aussi... n'hésitez pas à garder le micro près du menton. Voilà. Vous entendre bien. OK. Mais aussi, mais aussi de détourner les utiles numériques, d'ouvrir, de jouer avec, de trouver de différentes façons à utiliser qui n'étaient peut-être pas prévues par les créateurs. Et de mise en question ces nouveaux utiles et ces anciens utiles dans notre société, dans notre vie, dans notre expérience quotidienne. Merci. Et puis on va le voir, vous travaillez beaucoup sur le son. Donc là, on dépasse un peu l'image qu'on peut avoir de prime abord quand on évoque les arts numériques, justement, qui est très relié à l'ordinateur. Vous allez nous parler après de votre travail qui, justement, explore d'autres champs. Philippe Boinard, de votre côté, vous êtes artiste numérique ? Non, parce que j'ai dit artiste programmeur. C'est comme ça que vous vous définissez. Programmeur, bon, je pense qu'on puisse... Vu comment ça a été décrié, cette appellation artiste numérique ou artiste digital, on voit, je pars d'un point de vue historique, si on prend d'un point de vue historique, on est arrivé quand même sur le tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que le numérique est partout, de toute façon. Si on parle du numérique, après la question, quand je pose la question de artiste programmeur, c'est-à-dire
à partir de programmes donc, qui sont constitués, sculptés, hein, ou simplement qu'on invente. Moi, c'est la partie qui m'intéresse. Donc, c'est pas de définir d'un point de vue général ce que peuvent être les artistes numériques. C'est comme un peintre. C'est vous, en tout cas. Un peintre moderne, un peintre contemporain ou un impressionniste, bien évidemment, ne travaillent pas de la même façon, ne sont pas au même endroit, ne font pas de la même façon leurs pigments, etc. Donc, c'est vrai que c'est des termes génériques qui veulent rien dire, comme les avant-gardes, etc. Par contre, moi, ce qui m'intéresse dans la pratique, c'est une pratique d'écriture du code et de tout ce que peut être un interfaçage faisant fonctionner du code, qui la plupart du temps donc algorithmique. Et donc j'ai tendance à restreindre vraiment ce champ qui m'intéresse, aux gens qui s'intéressent au code, comment le code effectivement intervient sur notre société. Donc moi je travaille beaucoup sur le langage, le problème de la réflexion sur les réseaux sociaux, sur ce que nous avons en commun ou pas, suite effectivement à l'évolution technologique de nos rapports, on va dire, sociaux, économiques, culturels. Donc voilà, c'est cet intérêt pour le code, le générer, l'utiliser, le détourner, le comprendre. Voilà. Et donc moi je tends à penser que beaucoup de gens qui sont ce que j'appelle des utilisateurs de choses qui existent déjà, alors c'est très beau, ça donne des blocs blancs sur des façades, ça donne des belles images, etc. C'est voilà, c'est des choses en fait très anecdotiques. Et je pense qu'on est dans une époque de plus en plus anecdotique de toute façon sur ce que nous voyons. D'ailleurs, on s'intéresse plus beaucoup, on utilise, on veut des nouvelles fonctions, etc. On s'intéresse plus beaucoup vraiment sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur parce que effectivement, c'est plus quelque chose qui d'un coup fait une brèche dans notre monde, hein, ce qui a été Internet à un moment donné. Je pense que, en tout cas pour ma génération, où on a vécu adulte pratiquement jusqu'à l'âge de 30 ans sans Internet, quand on le voit apparaître en 96-97, d'un coup, on se dit, ouais, voilà. Et pourtant, on connaissait le Minitel. Mais il y a des choses qui apparaissent. Et je crois que voilà, on est maintenant sur ça. Donc voilà, moi, je me situe vraiment dans plutôt les bricoleurs, les artisans ouais, de la technique. Artisan programmeur, c'est pas mal. Artisan programmeur, ce qui veut dire qu'on va revenir dessus, mais que vous êtes aussi technicien, bidouilleur, et que pour vous, ça fait partie intégrante de la pratique. Tout à fait. Je pense que... Alors bon, pareil, ça paraît toujours assez dur de dire l'usage d'une technologie à l'heure où on est. J'entendais ce matin, c'était des Demurger sur son dernier bouquin sur les écrans et les enfants. Les questions qu'on se pose, on est en train de façonner plein de méta-utilisateurs, c'est-à-dire plein de gens qui n'ont de rapport à l'existence que par l'utilisation de technologies qu'ils ne connaissent pas, que ce soit les hardware, c'est-à-dire la matérialité, ou que ce soit les software, c'est-à-dire les logiciels qui ont des principes ergonomiques pour l'usage, effectivement, on va dire, de ces interfaces. Il est évident qu'on est en train d'abrutir complètement le monde et de faire des gens vraiment impotents sur beaucoup de choses, hein, la géolocalisation, sur l'usage du choix, etc. Donc oui, rentrer dans le code, le comprendre, être vraiment à l'écoute de ça. Voilà, bon, je pense que pour mieux le critiquer. Oui, c'est une critique nécessaire. On va le voir. Pour moi, ça a été une des surprises en préparant cette table ronde. Beaucoup d'œuvres numériques pourraient être qualifiées peut-être pas de technophobes, mais en tout cas viennent questionner cet impact du numérique sur la société. Anaïs Rollès, vous, quand vous travaillez sur l'histoire des œuvres numériques, vous les classifiez en fonction comme ça des usages, de ceux qui utilisent le programme, la machine? Est-ce qu'il y a des grandes familles, des grandes typologies justement de pratiques artistiques numériques? Non. non, j'essaie de ne pas le faire. Après, c'est assez compliqué ce que vous me demandez parce que l'histoire de l'art, ça demande un recul quand même, évidemment qu'on n'a pas aujourd'hui sur les outils numériques et sur la pratique artistique. Donc, si vous voulez, moi je fais une histoire de l'art qui est l'histoire de ce que les artistes font de l'art. Voilà, donc c'est compliqué de faire des grandes catégories. C'est vrai qu'on est tenté de le faire pour pouvoir communiquer et que ce soit intelligible, bien sûr. Mais je crois que la plupart du temps, je suis quand même face à des étudiants qui sont des étudiants en art et pour lesquels c'est pas très sain finalement d'arriver avec des idées un peu préconçues comme ça. Donc je ne fais pas ces grandes classifications, mais on pourrait les faire. Et je pense que si vous prenez n'importe quel bouquin qui s'appelle Art numérique, vous allez en trouver.
Oui, avec plein de jolis noms, réalité augmentée, réalité virtuelle, justement. On est sur le living art, l'art interactif, l'art génératif, la sculpture numérique, le mapping vidéo, le net art. Enfin voilà, on aurait pu rentrer là-dedans, mais on a bien compris que c'est pas forcément ce qui vous intéresse. On va revenir sur vos pratiques à vous. Avant, Anaïs, est-ce que vous souhaitiez, vous aviez, je crois, pris quelques images sur des œuvres un peu historiques Oui, du numérique. Est-ce que vous souhaitez juste, nous en montrer quelques-unes pour revenir quand même sur... Justement, en parlant d'image, voilà, parce que souvent, quand on parle de l'image, on a l'impression que c'est clair pour tout le monde. En fait, comme si tout le monde avait un rapport très visuel à la chose, mais en fait, quand on lit un livre, voilà, il y a des images, il n'y a aucun souci. Et juste dans la question du numérique, alors je vous mets l'image que j'avais choisie. Tac. Ça s'ouvre. Ça marche. Voilà, donc ça, c'est un travail d'un artiste, c'est un travail qui s'appelle Ordinateur scellé. Je vous redonne la date, parce que c'est Maurizio Bolognini, mais c'est 1992, donc c'est assez ancien finalement. Mais c'est un travail que j'aime bien, parce qu'en fait, ce sont des ordinateurs, donc vous voyez, qui sont connectés les uns aux autres, donc qui sont scellés, et en fait, ils génèrent des images, et puis ils se les envoient, quoi. Voilà. Et sauf que vous, quand vous êtes dans l'expo, vous ne voyez pas les images. Mais parce qu'en fait, là, si vous voulez, l'ordinateur, que ce soit de l'image ou du son, voilà, les industriels ont voulu nous faire croire que c'était multimédia, mais pas du tout. C'est un seul média, un ordinateur, il n'y a qu'un langage. Donc voilà, c'est ça que j'aimerais bien vous faire comprendre ce soir, c'est que ce dont on parle, ça oblige à faire une sorte de gymnastique de l'esprit. C'est un peu comme quand vous êtes face à je sais pas, le plan de la ville de Nantes et vous devez aller d'un point A à un point B. Vous savez bien que autour de vous, c'est pas un dessin, vous n'êtes pas un petit bonhomme sur la carte comme ça. Hein. Et vous faites cette gymnastique-là. C'est un peu la même chose qu'il faut faire là. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Merci. Vous pourrez demander des détails et des explications après, si c'est pas le cas. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres qui... En gros, celui-là, je l'avais choisi, je l'aimais bien, parce que c'était le premier générateur de ballet, en fait, automatique. Et je le trouve génial, c'est Michael Knoll qui a fait ça. Et en fait, c'est pour dire que la question du programme, hein, de toute façon, elle est inhérente à toute création artistique. En fait, quand vous faites, je sais pas, donc un ballet, mais ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être n'importe quoi, un poème. Enfin, donc à partir du moment où là, voilà, on a considéré que sur le plateau, vous aviez abscisse ordonnée, voilà, enfin, et aussi la profondeur, bien sûr, la hauteur. Mais bon, bref, donc vous transformez tout ça en coordonnées, donc vous faites une numérisation, en fait. Hein, tout simplement. Et après, il y a plusieurs possibilités. Donc, les personnages, enfin les danseurs, en l'occurrence ici de synthèse, peuvent être à une certaine position et faire tel ou tel mouvement. Voilà. C'est du programme. Enfin, je trouve génial. La vidéo est pas mal. Moi, j'ai pas amené les vidéos, mais regardez sur Internet, vous allez trouver. C'est assez complètement pathétique en fait. Quand on fait l'expérience d'un vrai ballet de danse ou quand on a un corps en fait, tout simplement quoi. J'ai une autre, je crois, qui est bien pour maintenant, je pense. Voilà, c'est une pionnière, hein, vraiment, Vera Molnar, de l'utilisation aussi de la possibilité d'épuisement, d'opérations, en fait, mathématiques. Donc, voilà, l'informatique, ça permet ça aussi. Hein, c'est que nous, on se fatiguerait à faire tous les décalages possibles sur des milliers de feuilles et l'ordinateur ça permet ça donc voilà c'est tout, je m'arrête. Donc là par exemple sur cette œuvre la machine décale une forme géométrique selon des variables programmées. Oui voilà, on lui donne une instruction et puis après elle va faire toutes les possibilités et elle va sortir voilà, toutes ces possibilités elles vont exister en fait du coup sous forme de dessin. Alors au début Vera Molnar c'est pas elle travaillait pas avec une tablette traçante en fait. Donc il y avait encore une fois ces coordonnées. Donc la numérisation elle passe par un geste aussi très physique hein, finalement. Voilà. De mesurer l'espace. On est beaucoup sur la spatialisation. En fait c'est pas juste le mesurer, c'est le transposer après en chiffres. C'est là qu'on passe à la programmation aussi. Voilà, et c'est là qu'on dit, par exemple, les gens ne sont pas simplement des mensurations ou des hauteurs ou des poids, ils sont autre chose aussi. On va
continuer à illustrer justement ces arts numériques en passant à vos pratiques. Et d'abord à votre parcours. Jenny, vous venez des beaux-arts plus classiques. Quelle était votre pratique avant d'arriver au numérique et comment s'est fait le basculement? En fait, j'avais fait les Beaux-Arts à Cournoy, à Falmouth College of Arts. J'étais diplômée en dessin. Mais mes dessins étaient aussi des dessins que j'essaie d'avoir une interactivité déjà, et qui étaient sur les sujets psychologiques et scientifiques des fois. Et, donc, après être diplômée, j'avais fait une résidence art-sciences. Et c'était à ce moment-là, j'étais contactée par Luciana Parisi, qui avait démarré un cours à Goldsmiths, s'appelle Interactive Media, ou je traduis, Média interactif, théorie critique et pratique. Et ce qu'elle a cherché, c'est des artistes pour venir sur cette cours avec les gens qui viennent de programmation, mais aussi de théorie culturelle. Et c'est à ce moment-là que je trouvais que la démarche était intéressante et je me nouais dans le monde de théorie culturelle et des logiciels informatiques. Et c'est à ce moment-là que vous avez appris à manipuler l'image, les dessins. Qu'est-ce que vous avez appris? En fait, j'ai commencé à apprendre la programmation avec des outils qui étaient faits pour l'interactivité. Donc, c'était à l'époque Flash, qu'on n'utilise plus aujourd'hui, MaxMSP, et après, je me débrouillais vers PD, Pure Data, parce que j'avais appris aussi pendant cette année l'existence de free, libre, open source software, qui était une éthique de pensée sur le logiciel. Si on ne peut pas ouvrir les choses, on ne peut pas être propriétaire dessus, on ne peut pas changer les esthétiques. Donc les esthétiques étaient assez liées avec notre façon d'avoir accès direct à le code de le logiciel qu'on utilise. Oui, parce que pour pouvoir programmer vous-même, bidouiller, il faut avoir accès à ces codes, donc il faut utiliser des outils libres. Sinon, on est coincé dans une vision de l'esthétique qui était fabriquée par le propriétaire du logiciel. Donc on voit ça souvent quand il y a un nouvel filtre sur Photoshop. On voit partout dans la publicité, on peut voir que c'est quelque chose qui est sorti récemment, mais ce n'est pas quelque chose nécessairement qui a été fabriqué par les artistes eux-mêmes. Donc pour pouvoir s'approprier, personnaliser, il fallait aussi découvrir cette communauté du libre qui a sa propre culture très très forte. Exactement, oui. Et c'est pendant cette année, j'ai commencé aussi de collaborer avec des autres artistes. Le premier artiste que j'ai collaboré avec s'appelle Sunshine Frere. C'était un artiste canadien et on a commencé un projet qui était influencé beaucoup par A Hacker's Manifesto par Mackenzie Walker de 2004. Et là, on essaie d'approprier ces idées avec les objets consuméristes électroniques chinoises que à ce moment-là, en 2006-2007, on a trouvé beaucoup de choses autour de nous à Peckham. Donc déjà, aussi la critique, quelque part des dérives du numérique dès vos premières créations. Oui, tout à fait. C'était l'idée de ouvrir ces électroniques, recomposer des nouveaux objets avec un peu comme des chimères ou des corpses exquisites, la façon de faire, mais après de créer une existence de chacun virtuel. Et, donc on a aussi lancé dans le média social de MySpace, qui était aussi la chose la plus dominante, YouTube. qui n'existe plus, toutes ces données. Depuis 2 ans, je pense, ils ont perdu toutes les données de MySpace. Donc les œuvres que vous avez créées ont disparu en même temps? Oui, exactement. Donc il y a une précarité avec la propriété de ces plateformes. Et si c'est le mode de diffusion et de conservation, il est soumis
à l'existence de ces plateformes. C'était il y a 10 ans, 12 ans. 12 ans que vous avez commencé à travailler sur le numérique. Depuis, c'est resté, en tout cas avec ces outils. Aujourd'hui, c'est toujours central dans votre travail. Le numérique, Oui. oui, c'est souvent quelque chose que j'ai utilisé dans mon travail. Et ça dépend, j'ai de différents types de travail, mais c'est souvent que je bidouille avec des différents logiciels où j'ai aussi collaboré avec des autres artistes pour... Est-ce que vous avez pris, je crois, aussi en tout cas des liens ou des extraits de votre travail à nous montrer pour qu'on puisse incarner un peu, visualiser ce dont vous nous parlez? Donc là, c'était le projet que je parlais à tout à l'heure. C'était un de les premiers. Ça donnait un petit idée parce que c'est archivé par Wayback Machine. Ils avaient pris des images de le site web qui avait existé avant. Et donc, j'ai réussi de retrouver ça. C'est tout en anglais. Et ce qui était important à ce moment-là, c'est que ce projet était allé à Deaf Festival, Dutch Electronic Arts Festival en 2007. Et c'est là que j'ai aussi rencontré, je ne sais pas rencontré, mais j'ai vu l'artiste Michel Weisny, qui était un artiste intermédiaire aussi, qui ses œuvres datent depuis les fins des années 60 jusqu'au son mort plus récemment. Et il était très connu pour des interfaces interactives pour la musique. Une pièce s'appelle The Hands. Et cet artiste, il avait travaillé à Stime à Amsterdam, qui était hyper actif sur l'invention de les instrumentations. Et il dit que si on n'ouvre pas quelque chose, on ne peut pas être le propriétaire de la chose. Et c'est quelque chose qui m'a touché beaucoup. Si on n'ouvre pas, oui. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous... En anglais, c'est « if you can't open it, you don't own it ». Donc on est toujours sur cette question des outils, des logiciels libres. Oui. Mais aussi, ça peut avoir un impact sur tout ce que vous faites dans la vie. D'accord, en tout cas, ça fait partie d'une vision plus large de la société, du bien public, de la propriété privée. Oui, exactement. Et de la liberté de créer. Et d'avoir accès à les choses dessus le capot. Ça nous permet aussi d'être plus créatifs, mais aussi moins dépendants sur ce qu'on fait dans la vie. Sachant qu'aujourd'hui, la société, nous sommes individuellement complètement dépendants du numérique. Cette œuvre, en fait, c'est une installation. C'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous la décrire? C'est la seule image qui existe là. En fait, ça, c'était des objets qui étaient des chiméras qui étaient fabriqués à partir de plusieurs objets, des jouets chinoises. Qui blindaient l'espace de Peckham. On a trouvé partout dans les poubelles. Donc on a récupéré ces objets électroniques. C'était des déchets en fait? Oui, on a reformé. On a repackagé comme un projet de média tactique. Et on a lancé chacun son site MySpace. Et on avait allé dans les festivals pour trouver les hackers. Et le donner pour retourner encore une fois et créer un réseau de tournement sur ces objets. Créer, excusez-moi, une résidence? Un réseau. Un réseau. De détournement de les objets virtuels et physiques. Et donc là, ça a été détourné pour former une enceinte? C'était juste, en fait, c'était plus comme circuit bending à ce moment-là. D'accord, donc une sculpture en fait qui existe en tant que telle. Là, on est sur une de vos premières œuvres. Merci, on va revenir sur ce que vous créez aujourd'hui, mais on va d'abord interroger Philippe Boinard aussi. De la même manière, vous n'avez pas commencé votre pratique artistique en utilisant, en tout cas en tant qu'artiste programmeur. Vous étiez avant tout écrivain, vidéaste?
Donc oui, tout simplement, d'un point de vue générationnel, voilà, moi j'étais sur la philosophie hein, à l'origine, donc je viens de la philosophie, donc de la pensée, hein, tout simplement, hein, des études à la Sorbonne, avec à l'époque quand même, bon, après on s'est retrouvés, mais Grégory Chatonsky, qui est un artiste, web artiste et artiste numérique, voilà, qui lui était déjà là-dedans, mais moi à l'époque, pas du tout. C'était l'écriture, le roman, la nouvelle. Donc oui, moi je pars vraiment de l'écriture, cette question de l'écriture qui se posait et qui s'est de plus en plus posée, effectivement, sur la question de la communication et de notre rapport au monde, ça c'était les questions de philosophie, et deux, sur ce qu'était la plasticité et l'immobilité du texte sur la page. Découvrant la poésie, les spatialistes, et puis plein de types de poésie, la poésie Excusez-moi, sonore. c'est quoi la poésie spatialiste? Alors là, il faudrait aller voir hein, Garnier, Pierre Garnier, des gens comme ça, ou la poésie visive italienne, c'est-à-dire d'un coup, c'est l'exploration de la page comme un nouvel espace pour mettre les mots, etc. Ce qui vient d'une tradition, tout simplement, les mots en liberté, chez Marinetti, chez les futuristes. Donc il y a eu toute une réflexion sur la page. Mais les mots restaient quand même fixes, d'où le passage à la vidéo. Donc moi, je suis passé à la vidéo vers 97-98, à partir d'After Effects, donc les premières versions d'After Effects, sur ce qu'on pouvait faire fonctionner hein, avec Donc, le logiciel voilà, de de montage. Adobe. Voilà, de compositing. Attention, c'est première, le logiciel de montage. Et donc pour animer des mots. Voilà, c'était animer des mots avec bien sûr cette restriction, c'est-à-dire que oui, on a la surprise du mouvement. Mais de l'autre côté, on a la répétition de quelque chose qui s'appelle, pas une bande, bien évidemment, mais une timeline, une ligne temporelle qui va se répéter quand elle est en boucle, exposée, etc. Et je sais qu'à l'époque, je crois que c'est la première fois où j'ai croisé Julien Otavi au bunker DY10, où c'était Julien Rabu, des gens comme ça, Basile, Ferrieux, tout ça, qui organisaient des soirées, et il y avait Apo 33 qui était dans le coin déjà, mais on se fréquentait pas. Donc là, on est vraiment en 2000. Hein, et donc la question du code se pose avec les premières moutures vraiment de... En fait, je rencontre des poètes numériques, hein, des gens comme Philippe Boots, Jacques Donguy. En 2002, je crois que voilà, j'organise le premier truc sur la poésie numérique. Moi, j'en fais pas. Hein, je suis toujours dans la vidéo. Hein, je suis pas de programmation. Je commence un peu à faire du flash, quelques œuvres en flash, très modestes, parce que je comprenais pas grand-chose, hein, tout simplement, hein, en tant qu'autodidacte. Et le grand tournant qui s'est produit, voilà, bon, s'il fallait arracher ces mots, quoi, à quelque chose qui était quand même l'ordonnancement et le déterminisme de leur présentation, ça a été sur un appel à projet pour le festival e-Poetry, qui est une espèce de label international de festival sur la poésie électronique ou la poésie informatique. Et j'ai vendu quelque chose que je ne savais pas faire. Et moi, je crois que c'est vraiment, moi, c'est mon leitmotiv, ce que je dis à mes étudiants, ce que je dis à tout le monde. On part sur déjà ce qu'on ne sait pas faire, et après, parce que ce qu'on sait faire, on sait la plupart du temps bien le faire. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est très intéressant. Et à l'époque, j'étais en duo avec quelqu'un qui s'appelle Hortense Gauthier, et voilà. Je pars là-dessus, et puis un metteur en scène qui montait un de mes textes à Strasbourg, il me dit ouais, ça serait pas mal que tu te mettes à Pure Data. Donc on est en 2006 et je me lance là-dedans. C'est quoi Pure Pure Data? Data, alors c'est un très très bon accès. Alors je le dis s'il y a des gens qui veulent se mettre à cela, c'est un très bon accès au niveau d'une interface de programmation graphique. Alors tiens, tu me passes ça comme ça, je vais montrer simplement. Ouvrir un patch Pure Data rapide, sans l'expliquer, ça veut dire d'un point de vue purement graphique. Je vais vous montrer voilà, quelque chose pour comprendre que c'est un accès pour des gens qui, au début, veulent se lancer et qui ont une mémoire géographique, qui sentent bien au niveau de la géographie, ce qui était plutôt mon cas, j'avais une mémoire géographique assez forte. Alors, attendez, hop, on va prendre ça. Hop, ça se lance. Donc c'est un langage graphique
voilà, qui permet d'agencer. Alors derrière, les composantes, c'est ce qu'on appelle un langage qui interprète du code natif qui a été fait la plupart du temps en C. Il peut y avoir du C++. Il peut y avoir pas mal maintenant de codes différents. Hein. Alors attendez, hop. Voilà, on va ouvrir ça. Voilà. Donc voilà ce que c'est. Et c'est des emboîtements, vous voyez, c'est des boîtes. Vous voyez, si je referme, on crée de nouvelles boîtes. Et dans les boîtes, on met, je suis ici, on met le code, vous voyez, clac, vous voyez ici des boîtes, et hop, et vous ouvrez. Et c'est vraiment une mémoire géographique. Alors c'est très très bien pour commencer. Bien évidemment, après c'est pas suffisant. Moi je sais que là, par exemple dans ce module-là, c'est du ce qu'on appelle le code procédural et non plus ça. Et donc c'est en 2006, je me lance là-dedans. Et pour faire quoi? Alors pour faire bouger des mots. Et avec des interacteurs. Voilà, donc je me dis comment on fait bouger des mots avec des interacteurs. Alors à l'époque, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui s'appelait Thierry Cauduis, c'était Lucky Chan à l'époque, où il y avait Cyril Henry, des gens comme ça. Et donc avec des interacteurs qu'il fabriquait, il y a après Interface Z. Et puis après, la Wii, pourquoi pas prendre une Wii, la désosser et la ressouder pour avoir. Et donc on avait des bagues. La Wii, c'est cette console avec des capteurs qu'on qui bougeait. permet de jouer, en tout cas de simuler. Et on se disait pourquoi avoir tout ça là, alors qu'on pourrait avoir ça sur des bagues directement. Et ici, tout ce qui permet de bouger. Et donc j'avais tout ressoudé. Et je l'ai fait aussi pour une performeuse comme Lucille Calmette, bon, pour d'autres gens, de ressouder des Wii, je soudais partout. On pouvait avoir un corps rempli de Wii et de capteurs. Et donc le but, c'était d'arriver à bouger ces mots. C'est pour ça que la plupart du temps, j'ai travaillé quand même éminemment sur le problème du lettrage en spectacle vivant, en performance, en installation. Voilà, c'est-à-dire que vous vous êtes approprié ces outils, vous avez appris petit à petit à programmer en fait pour développer, mais vous avez ensuite relié dans votre pratique à de la performance, à de l'installation. Vous n'êtes pas resté dans des œuvres virtuelles qui se regardent uniquement sur un écran ou alors ça m'intéresse à pas distance. du tout. Ça m'intéresse pas du tout. Quand je dis ça m'intéresse pas du tout. Simplement parce que tout à l'heure on reviendra si j'ai bien compris sur des œuvres, mais je vais vous montrer. Non, mais justement, c'est peut-être n'hésitez pas. Enfin, c'est peut-être le moment de montrer ce que vous faites. Là, je vais vous montrer. Ça. Donc moi, je suis pas du tout sur le web. Sur le web, c'est Vimeo. Vous pouvez voir Vimeo, vous pouvez voir YouTube. Donc c'est que des traces, des performances ou des installations. Le web ne m'intéressait pas comme cadastre, puisque le livre, moi ce qui m'intéressait, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre de la métaphore incarnée littéraire. Quand je reparlais de Photomaton ou des œuvres comme ça, je me disais mais cette phrase littéraire me hante. Ça se lit sur ton visage, je le lis dans tes yeux, c'est marqué sur ton front, et je me disais mais comment ça en fait je peux le créer à un moment donné. Et comment ça va peut-être enclencher une réflexion. Et donc, c'était la question de l'espace. Et donc, je vais vous montrer ça, par exemple. Cosmonoise, là, vous voyez à l'écran. Voilà, moi, ce qui m'intéresse ici, donc c'est une pièce que j'ai faite avec une danseuse qui s'appelle Maud Bretenoux. Donc là, bien sûr, c'est l'effacement de l'écran. C'est-à-dire, quand je dis effacement de l'écran, c'est-à-dire que quand vous voyez les formes, vous ne voyez pas l'écran. Il y a un écran devant, c'est un écran de plexiglas traité au diamant. Ce qui fait que, effectivement, c'est une. C'est-à-dire, il y a un écran, mais elle est vraiment présente sur scène ? Ah non, elle est présente sur scène, elle est éclairée, mais la capacité du diamant, de sa réflexion, c'est de 110% d'un rayon lumineux. 110%, donc c'est pas 100%, il y a plus de luminescence qu'on en voit pratiquement sur chaque fragment de diamant. C'est la capacité de pouvoir éclairer un corps, vraiment quasi totalement, en totalité, et de l'autre côté, d'avoir la vidéoprojection qui apparaît. Voilà. Et ça, avec Hortense Gauthier, on a testé les premiers trucs, on a testé en 2006, mais sans ces écrans plexiglas traités au diamant. Voilà. Donc oui, sortir vraiment de l'écran, quoi. Pour raconter quoi sur cette œuvre en particulier ? Alors, Cosmonoise, c'est pas la plus. Peut-être prenez un autre exemple alors qui vous semble. Un autre exemple. Ça, c'est la dernière. C'était le week-end dernier.
Alors toujours avec Maud Bretenoux, que j'ai réussi à mettre dans le spectacle, je suis super content. C'est un spectacle qui a été inventé par Noémie Fargier, qui est une écrivaine de théâtre. Et donc là, vous la voyez dans une boîte, Maud Bretenoux, voilà. Et c'est Urbain Sensible, ça s'appelle. Et là, c'est vraiment au cœur, c'est-à-dire par rapport à son projet, Noémie Fargier disait qu'est-ce que c'est entendre le monde, la sensibilité. Donc un projet très écologiste, hein. Les micro-bruits, etc. Donc basé sur. Elle a capté Voilà, des sons. Ouais, du field recording, elle a passé énormément de temps, voilà, et on les entend pas, puisque la problématique, c'est que nous sommes dans un monde urbain. Et donc moi, ce que j'ai introduit, c'est Maud et le bloc de plexiglas où elle étouffe, hein, c'est-à-dire que ça dure 1 heure et c'est une vraie, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, elle est en nage. Et ça ruisselle à la fin. Et tout le public, par exemple, on vous donne un QR code ou le lien Internet au début du spectacle. Vous pouvez bombarder de messages, voilà, à longueur de temps qui glissent sur cette boîte. Et donc, c'est le rapport de la frontière intérieure-extérieure avec quelque chose qui est ce que j'appelle un piège à con pour le public. Je suis désolé de dire, c'est pas vous qui écrivez, hein, donc c'était le public de Coup de Chauffe la semaine dernière ou il y a 10 jours. C'est que ce qui est incroyable, c'est que les gens, quand vous leur dites tiens, tu vas être interactif, tu peux envoyer un message, ils ne pensent qu'à une chose, voir leur message. C'est le voir leur message, ils s'en fichent du c'est voir leur message. Il y a une espèce de neutralisation pas mal de nos œuvres par les principes d'interactivité et de participation. Donc, nous, on l'a mis en pratique. C'est-à-dire, comme les gens ne pensent avoir que leur message, ils sont dans un ego trip, eh bien, on est sur le problème de l'enfermement et de l'étouffement de quelqu'un par rapport à un monde où les gens n'envoient que des messages. Et qui saturent. Parce que, bien évidemment, comme il y a plein de messages, ils veulent vraiment... il y a un principe de saturation. Donc, voilà le type de travail qui m'intéresse, c'est-à-dire vraiment en dehors de ce que j'appelle des écrans, donc beaucoup plus ce type de mapping. Donc là, c'est sur un grand écran et cette boîte de plexiglas. Voilà. Et quand je suis sur le net, c'est plus comme réflexion sur les réseaux sociaux, parce que j'utilise beaucoup ça, réflexion sur les réseaux sociaux ou sur les données. Un exemple d'œuvre. Alors, un dernier, ah oui, sur Photomaton, ça demanderait de vous montrer. Alors, mais là, c'est le Trax. Alors non, celui-là. Alors, c'est dommage, j'ai pas le son. Alors, ce que vous voyez ici, c'est Shape of Memory. Et là, c'est tout à l'heure, je vous montrerai. Hein, il n'y a pas le son là qui sort, c'est dommage. À moins que c'est moi qui n'ai pas choisi la sortie son. Il y a le son de nos ordinateurs qui sortent là-haut, vous savez, ou pas? Ouais. Vous le recevez, mon son? Normalement, vous devrez le recevoir par le HDMI, non? Ouais. Bon. Parce que je suis bien en sortie sur le Creston HDMI. Voilà, mais c'est pas grave. Là, ce que vous voyez, Shape of Memory, c'est je fais cette fiction que l'humanité pourrait mourir et qu'on irait chercher des statistiques sur Google de ce que sont les entrées journalières que nous avons. Et donc, ça va chercher sur Google Images, sur Flickr, sur un certain nombre de réseaux sociaux, des images. Et quel est le visage que nous avons de cette humanité? Qu'est-ce qui ressortirait, en fin de compte, si nous mourons tous là maintenant, si les extraterrestres arrivent dans 50 ans, ou si une nouvelle humanité arrivait dans 10 000 ans et pouvait avoir accès à ces serveurs, quelle est l'image de l'humanité que nous allons laisser comme trace? Vous voyez? Vous voyez, le monde grec ou le monde égyptien, ils ont laissé quand même des trucs un peu balèzes. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand même, ça prend de la place, c'est pérenne, et c'est quand même assez sublime. Moi, je me pose la question, nous, qu'est-ce que nous allons laisser comme type d'image, comme procédure d'image? Je ne suis pas même convaincu que l'art arrive à laisser des procédures d'image vraiment satisfaisantes. Donc voilà, c'est Shape of Memory, réfléchissez là-dessus, donc en interrogeant les statistiques de Google et les banques d'images mises à disposition dans les réseaux sociaux. Et donc, bien sûr, en passant par des principes de hacking, puisqu'il faut les aspirer à longueur de temps, à partir de statistiques qui sortent et de mots-clés qui sortent. Voilà. Vous êtes devenu un peu hacker vous-même. Par rapport à beaucoup d'autres, vraiment très, 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 très mince. Cette œuvre, elle se regarde sur un écran, justement, dans quel cadre elle est diffusée? Le meilleur cadre, on l'avait eu pour le Festival Gamer, c'était en 2015. On l'avait fait en 3D immersive,
C'est-à-dire mettre les gens au cœur de cette mémoire, c'est-à-dire qu'ils venaient participer. Il y avait un côté Tron, foutre les gens dans les ordinateurs, ça nous intéressait. Et donc ils avaient des lunettes interactives, ils pouvaient manipuler avec leur smartphone ou des tablettes la totalité, c'est-à-dire toutes les formes sont manipulables et on peut les interroger, c'est-à-dire cliquer sur les mots et ça change les images à longueur de temps. Et donc voilà, c'était un dispositif fait à peu près pour 100 personnes à la Fondation Vasarely. C'est des octogones. Et donc, ça prenait quand même 270 degrés dans l'octogone. Donc, c'était assez hallucinant. Ça, c'était la chose qui nous intéressait. Là, pour le coup, les mots étaient sortis de la page. Oui, complètement. sortis du web. Alors là, on retrouve donc, cette question du rapport aux mots, mais aussi ce questionnement sur l'usage des technologies et le détournement, et le fait d'utiliser les interactions du public pour le montrer, le rendre visible. Est-ce que justement le public, vous avez eu des échos pour voir s'il percevait en fait ce détournement que vous faisiez à partir de ses propres réactions? C'est ce que je disais tout à l'heure quand je présentais. Parce que finalement, vous êtes aussi dans quelque chose, dans un message un peu d'éveil. Ouais, d'éveil, je ne sais pas si on éveille. Le dormeur doit se réveiller, disait Frank Herbert. Hein, mais la chose, quand je disais durement, hein, c'est-à-dire qu'on a des attitudes du public. Par exemple, mon œuvre Photomaton qui a été exposée au LU pour Midi Minute Poésie il y a quelques années. C'est dingue à dire, hein, mais il y a le processus ludique que j'aime. Et les gens, ils aiment. Ah, c'est génial, on peut faire sur notre portrait. On écrit des mots, des phrases, et ça fait notre portrait. Oh, c'est génial, ça va sur le web. En fait, ça scanne le visage à partir des mots rentrés. Ça redessine le visage et on prend la photo et ça va faire une communauté. À part que tout ce qui est impliqué comme ludicité, comme jouissivité par l'individu, c'est ce que je mets en critique dans l'espace numérique, du web, de communauté, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de chronologie et que quand on a 800 ou 1000 ou 1200, il va falloir chercher sur 1200 visages son visage, casser l'ego trip pour qu'ils rencontrent d'autres visages, c'est-à-dire voir que d'autres gens effectivement ont écrit quelque chose, être surpris par ça. Moi, je ne suis pas convaincu que les gens comprennent ça forcément. Moi, on m'a demandé sur des expos de mettre des imprimantes pour que ça sorte, que les gens aient leurs photos. Je comprends parfaitement qu'on me demande ça. Et j'ai réussi à faire en sorte, à chaque fois, alors Magali est là, je crois qu'il m'a demandé une imprimante, de faire en sorte qu'il n'y ait jamais d'imprimante et qu'il n'y ait jamais d'ordre chronologique. Non plus des photos, parce que c'est l'usage du selfie. Et j'ai écrit un bouquin suite à ça, qui s'appelle Frontières d'usage. C'est la question de l'usage du selfie, la surconsommation avide de ce que j'appelle l'évanescence du visage, où les gens n'existent que dans le clic de le poster, et il y a un oubli fondamental, une fausse habitude. C'est François Bon, un écrivain, qui parle de la fausse habitude. Il y a quelque chose qui disparaît, effectivement, d'où on relance économie de l'attention, économie de l'angoisse, l'anxiété d'être. Et je ne suis que parce que je m'affiche dans l'évanescence de ma propre disparition. C'est-à-dire que c'est plus du tout le quart d'heure de gloire de Warhol, hein, le quart d'heure de gloire que je garderai pour ma vie. Je n'existe que parce que je suis relancé, effectivement, comme vide, image vide de moi-même. Et voilà, moi c'est ce qui me hante dans le langage, avec Twitter. C'est pour ça que le petit sujet là, de Trac, c'était rigolo, parce que ce que je dis sur Twitter, etc. Mais le visage me hante. Effectivement, nos relations humaines me hantent de plus en plus. Comment voilà, c'est Next. Il y a une série, c'était un Real TV où ils sont en bus, c'est Next. Les mecs ils rentrent, et les meufs, et on les sélectionne. Ah, t'es pas bonne. Next. Et on est rentré dans ce consumérisme, effectivement, de la vanité vide. Et voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de questionner, dans la plupart de mes œuvres, effectivement, ce comportement très symptomatique. Ou ce que je disais là, c'était dans une conférence il y a 15 jours, je disais ça, c'est-à-dire que c'est pas simplement un changement d'usage du langage, des images, c'est un changement anthropologique. Nous avons, et ce matin, j'entendais donc sur l'émission de France Inter de comment il s'appelle, Ali Badou, la chose sur les écrans, un neurobiologiste, il disait, c'est une transformation réelle de l'être humain, de sa façon de voir du langage, d'entendre du langage, d'avoir un rapport à l'autre qui explose par la violence, etc. Et qui est lié effectivement à des usages symptomatiques que nous avons dès le plus jeune âge à nos écrans. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, en tout cas dans mon travail. Merci. On va voir si Jenny,
vous êtes aussi, on l'a compris avec l'œuvre que vous nous avez montrée tout à l'heure, où vous utilisiez des déchets pour Oui. construire des sculptures. Vous questionnez aussi cet impact du numérique. Aujourd'hui, vous travaillez sur des thèmes qui font écho à ceux de Philippe Boinard. Vous soulevez quel sujet et avec quels outils? Bon, en fait, les œuvres que j'avais amenées pour vous montrer cette soirée, il y a des différentes choses qui croisent avec les sujets qui m'intéressent. J'ai souvent une démarche qui commence avec le cours, avec comment on expérience le monde, mais aussi... Donc beaucoup avec des capteurs, vous travaillez oui, avec des capteurs et des œuvres qui se composent sous forme de... Oui, mais aussi avec le son, beaucoup avec le son et la spatialisation de ces sons et l'immersion sonore. Donc, je peux peut-être... Oui, vous êtes artiste associé à Apo 33, centre Oui. donc, dédié à la création sonore Oui, et qui est partenaire de cette table ronde. C'est où le bureau? C'est bien, je connais bien le Windows. Personne n'utilise Windows ici. Okay. Ah oui, voilà. Donc, voilà, cette pièce-là, c'était une pièce qui est vraiment liée avec la nature et comment on expérience les choses autour de nous. C'est une pièce qui a été faite en 2012 à Guéret-le-Maux, dans laquelle j'avais enregistré les arbres de le parc avec l'intention de parler la langue des arbres. Donc, j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est d'être un arbre, quelle durée avait l'arbre et comment on peut se mettre en communication proche avec ces racines de notre terre. Et sur cette pièce, en fonction de la place, le côté numérique que j'ai utilisé, c'était, j'essaie de aussi modeler comment les arbres communiquaient entre eux dans l'espace sonore. Donc, il y avait des vagues de vent. Par exemple, quand on écoute la nature, on souvent voit le bruit blanche, mais dans les vagues similaires que ce qu'on a entendu à la mer. Mais là, c'était plutôt les paroles de les arbres inentendues. Donc, j'essaie de capter vraiment la voix profonde de les arbres avec des capteurs. Et de parler et de restituer, de spatialiser. Hein? Et puis après, de restituer un espace à Oui. expérimenter pour le public. Après, il y avait un espace c'était un énorme espace avec 6 haut-parleurs et un gros cercle très celtique. Et je sais avec la programmation qu'il modèle le mouvement de le vent, le mouvement de la température, les choses, tout ça, avec le son dans l'espace. Alors, le mouvement du vent, c'est par rapport aux enregistrements que vous aviez fait Oui. avant. Il y a aussi de Oui, l'interaction sur l'instant, avec la température, avec ça interagit avec le contexte, avec le lieu, avec le public. Avec le lieu en situ, oui. Et après, ça aussi recompose les morceaux en fonction. Donc il y a des capteurs aussi. Donc il y a à la fois des enregistrements de sons qui ont été captés avant, plus des capteurs qui sont là pour faire évoluer l'œuvre à partir d'un langage informatique. Oui. Donc je peux vous faire écouter un sample de cette installation pour si on a le son. Ça marche pas. On entend ici. Oui, il y a une tentative pour mettre le micro au niveau de la sortie Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? son de l'ordinateur. Alors on va... Vas-y, là ou celui-là.
tu peux l'imiter sinon. Alors, on voit ça, c'est votre site, C'est un peu- jennypiquet.art, où on peut retrouver ce son qu'on n'entendra pas ce Oui. soir. Oui, et Voilà. donc, oui, l'œuvre, c'est aussi essayer de replanter les voix de ces arbres et la conversation que je sais un peu long d'avoir avec ces arbres dans le gazole bien occupé à Guérin-le-Meux. Donc là, c'est vraiment, en tout cas, là, les outils, ces outils numériques, techniques, vous servent à faire expérimenter d'un point de vue sensoriel Oui. le spectateur sur justement des questions, des sensibilités qui vous soulèvent. Vous avez un regard aussi noir, aussi sombre que celui de Philippe Boinard sur l'évolution, on va dire, de la société, induite notamment portée par les technologies. Oui, une autre pièce que j'ai fait, celui-là c'était une pièce plus récente que je fais avec Julien Savy, qui s'appelle Mother Plant, et c'est il y a aussi des images que je peux vous montrer. Voilà. Donc c'est une pièce qui question. C'est un peu post-digital, si tu veux. On commence avec la carte mère d'un ordinateur. Et comme on travaille beaucoup dans l'art numérique, pendant les années, on a une accumulation de... Vous contribuez vous-même à la pollution numérique. Oui. On essaie, nous souvent, on essaie de travailler avec des associations avec le recyclage des ordinateurs, parce que comme on utilise les logiciels libres et on crée notre propre logiciel, ça s'appelle Apodio, on peut donner 5 ans plus de vie sur un ordinateur, qui sont souvent changés tous les 3 ans. Mais après un certain moment, les ordinateurs de 2003, de 2004 et 2005 sont complètement obsolètes, même pour nous, même pour maison d'utilisation autrement. Et donc, avec le réseau qu'on travaille avec international, on a aussi pris en compte comment le recyclage a été fait sur nos ordinateurs. Donc, c'est quelque chose vraiment étonnant. On ne voit pas le carte mère en vrai quand on a les ordinateurs dans les maisons. On cache dans les choses très design. Et après, on ne voit pas où ils sont recyclés. Et on ne veut pas voir, et quand on ne voit pas, on ne pense pas. Mais il y a souvent des communautés assez pauvres qui accueillent ces ordinateurs d'Europe et qui démontent par main avec des outils de base qui sont exposés à la toxine et la chimie qui raccourcit sa vie, en vrai. Et donc, ces questions-là, c'est assez politique et assez important pour nous, pour essayer de aussi questionner dans notre rapport artistique. Et donc, on a ouvré les boîtes de les ordinateurs, on replantait les cartes mères avec des... Là, c'est avec des fernes. Avec des fernes. Je ne sais pas le nom en français. Fourgier. Avec des fougères. Fougère. Donc vous avez fait une plantation mixte. Oui, donc cela c'est avec le fourgier. Et l'idée c'est avec des différents types de plantes pendant des années, de décomposer chaque élément de la carte mère, que ça retournait à la terre. Et parce qu'elle date de quand cette œuvre? Comment? De quand date cette œuvre? Donc celui-là, il y avait plusieurs... il y avait des ordinateurs là qui datent de 2015 qu'on a préconceptualisé le projet et on a gardé, on nourrit tous les jours dans l'association. Et après, donc vous arrosez vos plantes carte mère. Et alors, elles arrivent petit à petit à attaquer, à désosser. Oui, en fait, on voit petit à petit la décomposition. Celui-là, c'est tout au début, avec une différence, ça c'est avec des différentes plantes. Mais l'idée, c'est de aussi changer
agriculture de la carte mère en cycle pour essayer avec des différents organismes comme le mycélium qui peut décomposer différents éléments de la carte mère. Donc c'est un projet de recherche en continu, mais ça aussi... Avec une dimension, c'est-à-dire c'est à la fois là, un détournement artistique, mais aussi de la recherche. Vous êtes vraiment sur cette question, comment recycler soi-même, enfin décomposer et soi-même effacer ses propres traces. Oui, oui, exactement ça. On voudrait qu'on retourne tous ces éléments-là à la terre, même le plastique. On a fait une recherche pour trouver des différents types de plantes qui peuvent aussi manger le métal. Donc, j'ai découvert qu'il y avait des plantes fervivorous qui peuvent reconsumer le fer, le métal. Et donc, ces plantes se trouvent en Amazonie, normalement, mais ils avaient le cousin, c'est le pansé. Donc, on avait essayé aussi de planter avec des pansés juste pour commencer, parce qu'on n'a pas eu la chance de balader en Amazonie encore pour replanter la carte mère. Mais ça demande beaucoup de questions aussi, parce que le mouvement des plantes, ça aussi pose un problème géographique avec l'écologie de chaque pays. Oui, c'est-à-dire que là, vous essayez aussi de faire avec les plantes locales. Oui. Ah oui, vous poussez la démarche vraiment pour essayer d'être cohérente. Et donc, je peux vous montrer une vidéo qui montre comment on a retourné toutes ces décompositions en son, qui crée une sorte de réseau analogique à partir de la décomposition de la carte mère et la luminosité de l'espace. Et ce projet aussi était mis en connexion avec un projet qui s'appelle Mycelium Network Society, qui est un projet assez post-numérique aussi, qui était initié par l'artiste Shuli Cheng, qui est taïwanaise français. Et elle travaille aussi beaucoup avec des artistes autour de ces questions et réunissent pour... Alors oui, le son là ne va pas être Et même la vidéo. Même accessible. Est-ce qu'on a le son? Non, mais en fait, là, vous aviez planté des capteurs de l'activité électrique, c'est ça? Oui. Oui. D'accord. Donc, en fait, c'est assez basique, mais ça fonctionne dans l'installation comme un réseau des piles qui avec des différentes intensités d'acidité dans la décomposition, change le son, sonorisation de chaque carte mère. Donc, des fois, ça sonne comme une forêt avec des oiseaux. C'est vraiment intriguant. C'est pas juste les sons continus, mais ça peut être Organique. naturaliste. Merci Jenny Piquette pour cette présentation un peu de votre travail sur ce thème. Anaïs Rolez, justement sur cette question de l'appropriation, on va dire des questions écologiques, de l'anthropocène, du rapport à la nature. Est-ce que là, on a deux artistes invités qui s'emparent pleinement de la question et semblent très concernés. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la création contemporaine ? Oui, enfin, on trouve beaucoup de choses dans la création contemporaine quand on regarde, en fait. Donc, oui, en effet, je pense qu'on ne peut pas ne pas voir ça, surtout les artistes. On se sent évidemment concernés, enfin, comme j'espère tout le monde. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Enfin, j'avais amené aussi un travail d'une artiste que j'avais bien apprécié. Je ne suis pas vraiment obligée de vous le montrer, en fait, je peux juste vous le décrire. C'est Béatrice Dacosta qui a fait ça en 2006, je crois. Ça s'appelle Pigeon Blog. En fait, elle a fait des sortes de petits sacs à dos pour pigeons. Et
dans les sacs à dos, il y avait des capteurs en fait, de différents polluants atmosphériques. Et les pigeons, en fait, en volant, alimentaient finalement un blog qui rendait compte de la pollution atmosphérique d'une certaine zone géographique. Et en fait, elle avait fait ça avant les applications qu'on a sur les ordinateurs, etc. Donc, c'est un travail moi, que je trouve à la fois rigolo et aussi profond, bien sûr, parce que bon, les pigeons avec des sacs à dos, vous voulez voir l'image en fait, c'est ça. Du sac à dos pour pigeons. Allons-y. Je vais montrer l'image. Voilà, c'est le pigeon avec le sac à dos. Et puis voilà donc l'interface qui permettait de voir dans quelle zone se situaient les pigeons, puis ils alimentaient en fait ce bloc. Alors, là, ce serait presque où est en fait, la dimension purement artistique. On est quasiment sur un travail de recherche, de mesure. Qu'est-ce qui va différencier, qu'est-ce qui montre là la patte C'est un point intéressant que vous soulevez parce que les connaissances n'appartiennent pas à des gens dans des champs disciplinaires. Je pense que il y a des artistes qui s'intéressent à vraiment plein de domaines, mais ces domaines ne sont pas forcément non plus séparés les uns des autres. Enfin, je pense que c'est quand même une vision très occidentale et puis assez finalement récente, hein, le fait de faire des classifications comme ça. Donc je pense que c'est un travail d'artiste parce que ça n'a pas un usage au départ, c'est pas créé pour faire un usage, plutôt pour questionner le sens en fait, simplement de ces possibilités, de ces dispositifs-là sur des pigeons. Enfin, ils sont devant nous, on ne les regarde pas, mais finalement, on peut quand même les utiliser. Alors, est-ce qu'on est obligé d'avoir une vision utilitaire, finalement, pour pouvoir s'intéresser à quelque chose? Je trouve que c'est finalement un propos artistique, déjà, juste pour ça. Bon, après, on pourrait aussi faire toute une étude sociologique sur qu'est-ce que c'est être artiste et qu'est-ce que c'est faire de l'art. Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir ce débat maintenant? Je sais non, pas. je ne crois pas que ce soit complètement. Mais il y a beaucoup d'artistes qui travaillent dans des champs scientifiques sans problème. Et par ailleurs, la technique, c'est pas quelque chose de vraiment qui vend non plus. Enfin, c'est partout. Non, là c'était sur la forme, entre guillemets, ou de prime abord. En tout cas, moi, je ne voyais pas sur l'utilisation. Après, le rendu, la patte. Jenny, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Sur l'art et la science, pour moi, j'ai un fort rapport avec la science, comme en fait, mes deux parents étaient scientifiques. Donc, c'est quelque chose que je vois très proche à moi. Et, ce que je vois aussi dans votre l'opportunité de travail avec les scientifiques, c'est que les artistes et les scientifiques ne sont pas hyper différents dans son approche, dans son demande de comprendre les choses, de sensibiliser sur ce qui se passe dans le monde, l'univers et tout. Et c'est juste que notre approche est vraiment différente. C'est vraiment quelque chose qui bidule, qui peut changer, qui peut jouer avec, qui n'est pas forcément pour avoir une database à la fin pour être refaire exactement chaque fois. Donc, quand j'avais travaillé avec les scientifiques, ils voudraient savoir tout ce qui va se passer avant de faire l'expérimentation. Et l'artiste, c'est plutôt l'inverse. Il va expérimenter les choses et après, peut-être demander pourquoi ça marche ou ne marchait pas, ou est-ce que l'accident est plus intéressant que ce qu'on attendait. Mais avec les scientifiques, c'était vraiment avant de mettre rien sur cette expérience, on va complètement annoncer tout ce qui va se passer. Et après, on va prouver que ça va se passer, ou pas. Et c'est ça la différence dans la démarche. Mais après, l'intérêt, c'est assez similaire. Sur le rapport aussi au public, la réception, parce que là, vous avez présenté des œuvres qui sont exigeantes, parfois, en tout cas, qui demandent un peu de recul et de décryptage, qui peuvent être critiques du public qui lui-même participe ou observe ces œuvres.
Est-ce que vous avez justement, comment est-ce que vous communiquez vos œuvres? Est-ce qu'elles vous semblent accessibles, peut-être davantage qu'avec d'autres médiums, parce qu'il y a cette appétence de prime abord un peu quand même voilà, pour les outils, pour la technologie elle-même. Comment est-ce que vous voyez le rapport du public à vos œuvres, ou plus largement, Anaïs, sur cette question du rapport du public? Est-ce que le public des œuvres numériques ou des arts numériques est différent de celui d'autres formes d'art contemporain ou, C'est très compliqué parce que c'est le public qu'on voit. Après, ça dépend, parce que ça dépend des modes de diffusion, mais moi, je connais beaucoup d'artistes qui font des actions secrètes ou privées ou discrètes, justement. Et je crois que, comme tu disais tout à l'heure, enfin, si on est obligé d'être ludique ou de faire plaisir aux gens pour que les gens regardent, je pense qu'à ce moment-là, on fait plus de l'art, en fait. Hein. Et c'est pas très divertissement. Oui, voilà. Mais sinon, je peux pas vraiment répondre à cette question. Elle est vraiment très, très, très large. Donc, je vous laisse dire ce que vous pensez, vous, personnellement. Moi, je veux revenir, c'est la même chose. Hein, que ce soit le côté spectaculaire, pour une part, qui peut dominer. Hein, c'est-à-dire qu'il faut regarder hein, les publics, bien évidemment. Ça peut être des micro-publics sur des zones complètement délocalisées qui ne sont même pas, qui se labellisent même pas, a priori, comme quelque chose qui pourrait être lieu d'art. Et il y a tout ce qui s'appelle la médiation politico-culturelle. Je dis ça, je ne vais pas cracher dans la soupe, hein, j'en fais, donc je sais parfaitement ce que c'est. Où on est sur des vastes publics, sur des événements culturels, effectivement, où il peut y avoir au niveau économique quand même, voilà, beaucoup d'économies, etc. Et le public ne vient pas voir de l'art, il vient se divertir. Au sens strict du terme, de bord. C'est le spectacle. Rester dans le spectacle, bien évidemment. Je crois que c'est ça. Déjà de savoir où on se situe et qu'est-ce qu'on situe. Je crois que là où on se situe tous les trois, c'est bien évidemment, c'est comment on a des gens qui ont une certaine forme de démarche, ou même s'ils ne l'ont pas, comment on arrive à enclencher quelque chose qui est peut-être un recul, une forme d'interrogation, où on les questionne, en tout cas dans un usage. Quand on voit effectivement d'un coup des circuits imprimés, des processeurs en train d'être décomposés par des végétaux, il est évident qu'on est sur la post-humanité, hein, c'est-à-dire sur quelque chose qui sera notre futur. Hein. Moi j'aime ce que fait, c'est un collectif de Aix-en-Provence, d'Ardex, qui ont repris tous les métaux qu'il y a dans les ordinateurs, qui les ont refondus et qui ont dit le futur c'est quoi? C'est des armes préhistoriques. Et ils ont refait quoi? Vraiment les armes préhistoriques. Parce que le jour où on n'a plus d'électricité, on n'a plus rien, ces métaux on va les récupérer pour en faire quoi? Des outils. Et j'adore leur projet, voilà. Et là, ça nous ça questionne, même si on n'est pas dans une démarche a priori questionnante, ça questionne. Voir des plantes qui poussent sur ces ordinateurs, ça questionne, effectivement. Ça, c'est quelque chose qui est souvent avec le public, qui sont choqués qu'on met de l'eau sur les cartes mères. C'est ça qui rendra un petit peu... On peut faire ça? C'est possible? Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas dangereux? Donc, il y a des fois avec des grands publics, parce qu'après, il y a des publics plus spécialisés qui sont intéressés par suivre les arts contemporains et l'art numérique. C'est intéressant qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pensé de sortir une carte mère dessus sur la boîte. Donc, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. On ne connaît pas comment ça regarde. Ou qu'est-ce qu'on peut faire avec, ou comment on peut détourner les choses. Mais pardon, mais ça c'est valable pour n'importe quel objet technique finalement. Oui. Parce que je ne veux pas citer Simondon, mais voilà, du mode d'existence des objets techniques. Lui, il parle de l'automobile, je crois, à un moment. Il dit que le seul moment peut-être où un utilisateur de voiture va regarder comment elle fonctionne, c'est quand elle tombe en panne. En fait, il va ouvrir le capot. Mais enfin voilà, je veux dire, c'est pas inhérent aux technologies dites numériques. Moi, pour venir, alors après, sur les publics, moi, ce que j'aime bien, c'est que ce soit un prétexte après pour des interventions.
Moi, je trouve que, voilà, moi j'aime bien le contexte, c'est-à-dire il y a par exemple une expo, il y a une œuvre, et faire des interventions auprès de public. Alors la plupart du temps, je demande des collèges ou des lycées, voire même des petits. J'essaie de ne pas être en école d'art, parce qu'on va s'entendre. On a à peu près où on va. Bon, de toute façon, on aura quelque chose qu'on va partager une prétention commune. Que des petits collégiens, par exemple, quand c'est sur l'usage des smartphones. Et j'en viens, voilà, une histoire de l'art, vraiment, où je refais tout ce parcours, ouais, c'est l'histoire des robots, comment ça fonctionne, et puis d'un coup, les robots qui sont chez eux. Ouais, ça m'intéresse énormément d'avoir ce prétexte, de faire des œuvres. C'est la phrase de Filiou, l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Et donc, ouais, l'œuvre comme support pour revenir à la vie concrète. Alors, est-ce que c'est ma déformation de la philosophie, avoir passé tant d'années à en lire, à en pratiquer et à en écrire, donc la volonté d'expliquer les choses. Mais à un moment donné, je trouve ce contact à partir d'une œuvre, voilà, moi, je sais que j'essaie de le provoquer de plus en plus et de toujours associer une intervention avec des scolaires. Je crois que voilà, ça m'intéresse énormément, qu'ils expérimentent et qu'on en parle. Et ça fonctionne en tout cas sur l'accroche. C'est un bon médium, une bonne porte d'entrée. Vous arrivez derrière à dérouler comme ça des réflexions un peu plus larges. Je pense que c'est une très 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 bonne. Hein. La conférence sur le visage qui est liée à Photomaton, je sais pas, je l'ai fait 60 fois, 70 fois cette conférence. Dans différents pays d'ailleurs. Ouais, dans différents pays, mais surtout dans des milieux scolaires avec des étudiants et puis des petits. Voilà, moi, ce qui m'a, je crois que c'est ça, sur l'écriture, parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur l'écriture, sur les modes d'écriture et les modes de pensée. Donc j'ai toute une conférence là-dessus sur l'éphémère de l'écriture liée au numérique, et donc cette obsolescence de la pensée longue, et donc de ce qu'a pérennisé à un moment donné la galaxie Gutenberg, au sens de McLuhan. Ouais, c'est impressionnant, parce que les collégiens ne s'aperçoivent pas, et on va revenir sur ce que vous faites avec Apo. Moi, mes vidéos, mes premiers QuickTime.move, il n'y a plus rien pour les lire, à part que j'ai conservé, parce que j'ai rencontré déjà des historiens de la conservation du numérique. Il y a un Français qui s'appelle Alain Villemain, qui avait une chaire à l'université d'Arras, où j'enseignais, moi, en tant que chargé de cours, et qui travaillait dessus avec des gens comme Jean-Pierre Balfe depuis les années 80-90 sur la conservation des ordinateurs. Donc moi, je les ai tous conservés. J'ai toutes mes générations d'ordinateurs chez moi, empaquetés avec des anti-humidités, etc. Je les rallume pour qu'ils soient magnétisés, etc. Vous les arrosez pas? Non, je les désosse. Certains, je les ai désossés quand j'ai des multiples pour voir ce que je peux en faire. Mais autrement, notre langage disparaît. Notre mémoire, par exemple, ça c'est quelque chose, les gamins, d'un coup, l'économie de l'attention qu'on questionne sur la mémoire, on va dire immédiate, c'est aussi une économie de l'attention, de la rétention de la mémoire. Par exemple, de qu'est-ce que c'est une image, est-ce que je la garde, qu'est-ce que c'est un texte. MySpace a disparu. Les gens qui ont perdu leur Skyblog, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont écrit quand ils étaient au collège, ils les ont perdus. Il y a ce monde, on dit garder la conservation de la mémoire actuellement par les serveurs va être le premier pôle de consommation énergétique dans le monde d'ici peu, avec les logiques blockchain, tout le travail des IA en permanence qui viennent et qui sollicitent énormément les serveurs. Et voilà. Et ça, par exemple, ça fonctionne très très bien quand on fait une remédiation. Il y a l'œuvre. Là, c'est par exemple la Calling the Language, une de mes œuvres. Et d'un coup, je leur pose la question, qu'est-ce que c'est conserver? Et par exemple, je parlais simplement, et après, j'ai toujours plein de choses à dire. C'est un mec qui s'appelle David Guez, un artiste. J'apprécie énormément son travail, vraiment énormément son travail. Il avait fait, c'était Humanpedia, ça s'appelait, et il l'a lancé à l'époque à Database, un petit centre d'art que j'ai à Angoulême. Et c'est quoi? Il a tiré tout Wikipédia sur papier. Et donc, c'est simple, vous veniez, vous donniez une feuille, vous aviez le nom, donc il est parti sur Fahrenheit 451, Ray Bradbury, bien évidemment. Vous aviez une feuille avec le mail de la personne précédente, son numéro de téléphone, tout pour la contacter, puisqu'elle a une feuille de Wikipédia. Donc le code, attention, hein, ce n'est pas le texte affiché, c'est le code qui est donné sous format papier. Et de l'autre côté, vous laissez vos coordonnées, et quand il redonnait la feuille à quelqu'un d'autre, etc. Et comme il avait gardé les grandes phrases de l'humanité, et moi je lui ai acheté, j'étais un des premiers acheteurs, c'est sous aluminium, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, d'Armstrong.
Et donc tout en 0,1. Ce qui veut dire qu'on le prend, il suffit de faire un prototype de première machine qui fonctionne sur du binaire, on aura le message qui sera écoutable, audible. Je trouve que cette question justement de la post-humanité, voilà, il y a David Guez, il y en a d'autres, Chatonsky et d'autres, ouais, voilà, et Toker, voilà. Et si on peut faire des remédiations là-dessus, expliquer aux enfants que c'est là où nous en sommes quand même. Hein, on est quand même, c'est la première fois historiquement où on se pose la question de notre subsistance telle que nous sommes. Pas qu'on va mourir, l'humanité ne va pas mourir, mais telle que nous sommes en tout cas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un tournant historique de ce qu'on appelle 30 000 ans d'histoire. L'anthropocène, la mutation, le post-humanisme. On rejoint quelques grands enjeux. Jenny, vous souhaitiez réagir ou ajouter J'avais pensé quand tu parlais aussi de les grosses archives Internet, c'est qu'avec le pain de MySpace, qui sont perdus des millions de données de les gens au moment, dans les 2 ans, je pense. Mais après, ils ont disaient qu'en fait, c'est vrai, c'est perdu pour tout le temps. C'est qu'on prend le risque avec les clouds, avec les grosses propriétaires, avec Google, de mettre tous ces archives de nous-mêmes, Facebook, tout ça, parce que ces serveurs ne sont pas chez vous, c'est ailleurs. Et il peut avoir des fonctions, il peut avoir des pertes, de la surveillance des pertes, il y a la surveillance, mais il peut aussi avoir perdu partie de les tremblements de terre. Ou, on ne sait pas exactement combien des ordinateurs les grosses farms de Google, si ça tombe en panne, on va perdre beaucoup des informations chacun et les autres. Et si on donnait tous nos sécurités là-bas, c'est aussi quelque chose incroyable. Vous travaillez en travaillant avec ces outils, vous travaillez aussi sur la fragilité. Oui. Et en fragilité vous-même, sur ce que vous pouvez laisser et conserver. Pour nous, c'est assez important quand on travaille avec les choses informatiques, de garder les ordinateurs, de garder les choses qui peuvent utiliser les anciens logiciels. Aussi, c'est toute une autre question de l'archivage. Pour moi, on gardait tous nos données sur un serveur chez moi, mais après, ça c'est un risque aussi. Donc, Pardon, cela dit, la maison peut brûler, les photos de famille aussi, donc peut-être faut les mettre sur un cloud. Il faut faire les deux. Faut multiplier. Il faut multiplier, pas tu. Mais après, oui. Ou accepter l'éphémère. C'est l'anxiety des archives. Philippe, peut-être en conclusion, parce qu'après on va passer aux échanges. Non, simplement, c'est vrai qu'il faut éviter les clouds. Bon, tous les principes, c'est super énergivore. Vous avez une clé USB ou un disque dur, quand il est débranché, il ne consomme plus rien. Et puis de l'autre côté, je crois qu'il faut avoir quand même cette éthique du vide. Il faut jeter, garder quand même l'essentiel. Voilà, je crois qu'il y a toute une éthique qui est en train de se fonder, du post-digital, dans le sens de la survie aussi, de gens qui ont envie de se retrouver, de retrouver leur temps. J'avais entendu une très belle conférence, c'était sur les Fab Labs, et la personne a commencé à parler du Fab Time, de refabriquer du temps, retrouver son temps. Donc couper ses ordinateurs. On s'est eu au téléphone, moi j'étais dans un jardin en train de lire un livre. Voilà, cet après-midi, j'ai passé dans le hall, là, je suis arrivé à 4h, j'ai passé mon après-midi à lire. Voilà, prendre le temps de lire, de se rencontrer, de faire des sourires. Je trouve que c'est pas mal. De voir la Loire qui est en train de s'asphyxier, avec les poissons en train de crever, par exemple. Non, mais c'est demain, la grande grève. Pour le climat, oui. Pour le climat. Non, mais c'est... Vendredi après-midi, samedi, mobilisation. Et les clottes, c'est ça. Les clottes, ça surchauffe, quand même, puisqu'on les installe maintenant au Groenland. Pourquoi le Groenland, par exemple ? Je pense qu'ils consument le même montant de CO2 les avions, les clouds. Je crois qu'on est à peu près à 10%. Pour le moment, sur le numérique, avec une progression très très forte. Elle est exponentielle, avec le problème des intelligences artificielles. J'adore les intelligences artificielles.
artificielle, ça va être le nombre de données qu'il nous faut devient exponentiel pour faire fonctionner les principes que nous voulons faire fonctionner. Il y aura des arbitrages à faire sur cet usage des matières et de leur rejet et de la pollution. Donc voilà, on va finir cette table ronde sur les arts numériques avec cette incitation à se débrancher, à se déconnecter du numérique. Voilà, c'était pas forcément ce qu'on pouvait imaginer de prime abord, mais c'est là que le grand détournement intervient. On va vous passer la parole. D'abord, juste un tout petit mot de Sonia Rimbaud, qui est arrivée il y a 3 semaines pour prendre la direction de la Maison des Arts, parce qu'on est ici même dans un lieu qui travaille sur les arts numériques et qui propose notamment des ateliers. Sonia, d'abord peut-être juste nous expliquer pourquoi ce positionnement de la Maison des Arts dès le départ, quand elle a été pensée. On s'est dit, Oui. tiens, il faut que le numérique soit un axe stratégique, ou c'est venu au fur et à mesure? Alors déjà bonsoir à toutes et à tous et merci de cette opportunité de pouvoir vous présenter très brièvement les pratiques du numérique et des arts numériques à la Maison des Arts. En fait, donc, la Maison des Arts, au départ, c'est une école de musique et d'art plastique. Et le numérique s'est imposé assez naturellement comme un pont entre ces pratiques qui permettait aussi de faire de la transversalité de la musique aux arts plastiques et inversement, de faire en sorte que les professeurs, que les élèves, que les projets se rencontrent entre les différentes disciplines enseignées ici. Voilà, ça s'est développé comme ça. Aujourd'hui, donc, il y a de la pratique numérique à la Maison des Arts qui ne se fait pas sous forme de cours, mais bien sous forme d'initiation et d'accompagnement à la pratique. Le but, c'est de découvrir et d'initier, de faire en sorte que le numérique soit accessible à tous et de permettre aussi de voir comment de la technique, on peut passer à l'art, à l'artistique. Donc on a des rencarts numériques un mercredi par mois, des rencarts numériques qui permettent de découvrir une pratique. Donc ça peut être l'impression 3D, ça peut être Photoshop, ça peut être le film d'animation en stop motion. Voilà, parmi les thématiques qu'on va avoir là entre septembre et janvier. Donc ça, voilà, c'est vraiment une initiation, une découverte. Et l'objectif, c'est que les personnes qui viennent de tous âges, qui viennent s'initier à la pratique, puissent ensuite continuer en autonomie à la maison. Voilà, on parlait de photographie tout à l'heure comme voilà, l'une des pratiques très plébiscitées à la Maison des Arts, notamment parce qu'on peut aussi avoir une pratique autonome. On peut venir s'initier, on peut venir découvrir et ensuite pratiquer chez soi et puis revenir à la Maison des Arts pour développer sa pratique et sa technique. Et nous avons aussi des ateliers un petit peu plus personnalisés. Donc il y a des permanences numériques là pour le coup tous les mercredis après-midi où les personnes qui ont une pratique déjà autonome, un peu développée des outils numériques ou de certains logiciels peuvent venir se faire aider sur des projets personnalisés. Tout public, tout âge? Tout public, tout âge, oui. On retrouve toutes les informations sur le site de la Maison des Arts? Sur le site de la Maison des Arts et sur le programme qui est à l'entrée. Et juste un dernier petit mot pour dire que le numérique, c'était la passerelle, le pont entre la musique et les arts plastiques, mais aujourd'hui, le numérique est partout et la culture du numérique irrigue de plus en plus les cours de musique en eux-mêmes et les cours d'art plastique en eux-mêmes aussi à la Maison des Arts comme ailleurs. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous pour ces quelques éléments. La parole est à vous. Si vous avez des remarques par rapport aux échanges qui ont eu lieu ou des questions pour nos invités, c'est le moment. Il y a un micro qui circule et il suffit de lever la main. Je crois que... il y a une demoiselle en haut. Bonsoir. Donc, vous avez parlé de la médiation entre l'art numérique et le public, brièvement. Mais vous n'avez pas peur que certaines œuvres n'atteignent pas forcément tous les publics et n'aient pas leur fonction
de faire réfléchir sur l'utilisation du numérique. Pardon. Mais en fait, on s'en fout un peu que ça plaise pas à tous les publics. Enfin, il y a aucune œuvre d'art ne plaît à tout le monde. Je parle pas de plaire, mais simplement d'être accessible, juste Mais- d'exister dans Mais l'espace. c'est un leurre que de penser que tout est accessible à tout le monde. C'est pas vrai. Enfin, je pense que les gens qui travaillent sur la médiation ont tous lu Bourdieu. Enfin, tout n'est pas accessible à tout le monde. Oui, mais moi je suis étudiante en communication, c'est pour ça que D'accord. je fais beaucoup de médiation dans mes cours. Et le but quand même, c'est de pouvoir rendre accessible, pas forcément sans parler de divertissement, mais Je pense que de transmettre la connaissance. La vraie médiation, enfin, c'est celle qui vous parle à vous, en fait. C'est l'expérience que vous avez faite d'une œuvre, et après de pouvoir la raconter à quelqu'un pour toucher la personne, voilà, sur ce qui vous a parlé. C'est une vraie médiation, je pense. Sinon, ça sert à rien. Enfin, compiler des informations, oui, d'accord, faire un cartel, mettre des informations, dire qui a fait quoi, s'ils étaient plusieurs, quand est-ce que ça a été fait, comment on peut, je sais pas, faire l'expérience de l'œuvre, mais on pourra jamais déjà faire l'expérience à la place des autres. Puis, à mon avis, c'est un peu illusoire, mais c'est noble de le faire. Là, j'ai travaillé avec l'association SNAC, Saint-Nazaire Hackerspace, justement sur ces questions-là, parce que on répondait à un appel à projet avec l'école des Beaux-Arts de Nantes. On a un bicursus en commun avec l'université de Nantes, qui s'appelle le master CCS, donc Civilisation, Culture et Société. Donc il y a différents parcours en fait qui s'inscrivent dans ce master, des étudiants en sociologie, en médiation aussi d'ailleurs. Et l'appel à projet, c'était de pouvoir valoriser les commandes issues du 1% en fait, de la commande publique. Donc vous savez, il y a un budget qui est réservé normalement à la construction de bâtiments publics, à la création d'œuvres d'art. Et sur le campus de l'université, il y en a évidemment des œuvres d'art qui sont issues de la commande publique. Mais le problème, c'est que c'est pas que tout le monde s'en fout. Enfin, j'ai pas envie de dire ça, mais nous, on n'avait pas envie de répondre à ce truc-là, parce que déjà, c'est pas notre rôle. Enfin, voilà. Mais on avait envie de le faire quand même. Justement pour dire qu'on n'était pas trop d'accord. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé une zone d'accès Wi-Fi à proximité en fait, des œuvres du 1% issues de la commande publique. Et les gens, en fait, en pensant se connecter à Internet gratuitement, en fait, avaient des informations sur le 1% en question, alors qu'ils en voulaient pas. Donc ça, c'était une médiation aussi, mais c'était peut-être un peu plus rusé. Je sais pas, je pense que les gens n'ont pas spécialement envie, en fait. Ils s'en foutent. Pardon. En fait, c'est pas exactement ce que je vais dire. En fait, moi, je m'intéresse pas mal à l'art, tout ça, et je suis venue à cette conférence parce que l'art numérique, ça me parlait pas du tout. Et pourtant, je fais au musée. Il n'y a pas vraiment d'endroit dédié à la diffusion d'art numérique. C'est plus dans ce sens-là que. Si, pardon, excusez-moi, j'ai répondu à côté. Ah ouais. Alors, il y a beaucoup de lieux. Alors, déjà, sur Internet, vous pouvez trouver des sites web qui répertorient. Voilà. Enfin, je pense par exemple au très bon site sur Leonardo, là, au LAT. Vous allez trouver tout un historique des œuvres. Voilà. Et vous allez, sinon, il faut aller dans certains festivals. Je pense si vous voulez faire l'expérience vous-même. Je pense à Ars Electronica, par exemple. Si vous allez tous les ans à Linz, vous allez faire des expériences d'œuvres numériques. Voilà, je ne sais pas, vous avez d'autres idées. Et sur la scène nantaise? Il y a Electropixel Festival. Electropixel. À la fin de août. Il y a Scorpiton en ce moment, mais Oui, je ne en sais ce pas moment, si je pense que c'est peut-être plus Sur la musique. interactif. Non, il y a j'ai oui, pas vu ceux-ci, vous encore. pouvez les expérimenter physiquement. Ouais. Et après, le l'unique, une programmation d'art numérique. Souvent, je pense qu'il y a pas mal de choses qui est en train de se passer en Nantes, en fait. Il faut juste regarder un peu sur les informations de la ville. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ou remarque?
Juste pour préciser, donc il y a en effet Scopitone en ce moment et il y a un grand espace d'exposition numérique qui vaut vraiment le coup avec des œuvres qui sont très poétiques, comme voilà, ce dont tu parlais tout à l'heure, Philippe, des œuvres très poétiques qui interrogent aussi l'humain et notre rapport au monde. Donc moi, je vous encourage vraiment à y aller en ce moment. Ouais. Si vous voulez découvrir l'art numérique, à Nantes, c'est l'endroit où il faut être cette semaine. Monsieur a une... Justement, vous parlez du rapport au monde. Alors, je vais vous dire, on a parlé de l'artiste tout à l'heure. Et il y a 2 jours, j'ai trouvé une phrase d'Albert Camus sur l'artiste. Et je vous la lis. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est dans le discours de Suède. Et il y a eu un colloque Camus, artiste, il y a un livre, 80 chercheurs du monde entier ont parlé de Camus, artiste. Il est imprimé à Cerisy-la-Salle. Merci pour ce relais coup de cœur sur la thématique du regard des artistes.